Donc, bonjour à tous. Bienvenue à cette dégustation de savoir intitulée Accompagner les jeunes dans leurs besoins émotionnels et relationnels en contexte de pandémie. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, je me présente, je suis Isabelle Doré. Je suis professeure à l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique de l'Université de Montréal et je suis chercheur régulier au Centre de recherche du CHUM. Et j'ai maintenant l'honneur, depuis un an, d'être la présidente du conseil d'administration du réseau Calaxia. Donc, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. Je pense qu'on aura beaucoup de plaisir avec deux conférenciers excessivement dynamiques. Donc, juste avant de commencer, j'ai quelques petites informations et nouveautés à vous partager. Donc, tout d'abord, je vous informe que la séance, comme tous nos webinaires, va être enregistrée pour être ensuite mise à disposition pour que vous puissiez la revisionner et la partager sur la chaîne YouTube. Et j'aimerais aussi porter à votre attention une nouveauté, en fait, du réseau Calaxia. Donc, pour ceux qui le savent, Calaxia est un organisme à but non lucratif qui vise activement à contribuer activement à l'amélioration de la santé mentale des populations en favorisant à la fois l'échange, le partage puis le transfert des connaissances. Donc, on est un organisme à but non lucratif depuis maintenant 2 ans et tout récemment, donc depuis ce matin, nous avons une option pour vous inviter à faire des dons et à soutenir les activités du réseau Calaxia. Donc, comme vous le savez, fort possiblement, Calaxia est soutenu à la fois par un conseil d'administration, mais aussi toutes les productions et les activités du réseau Calaxia sont rendues possibles grâce à la généreuse contribution à la fois de chercheurs, d'intervenants, de professionnels du réseau de la santé et beaucoup d'étudiants également qui donnent de leur temps, de leur expertise absolument de manière bénévole et très généreuse. Par ailleurs, on a un besoin criant de financement et de soutien pour nous aider justement à poursuivre nos activités de transfert de connaissances, que ce soit pour l'organisation de webinaires comme aujourd'hui, par exemple, l'édition ou la mise en ligne de nos quintessences, donc nos courtes, brèves publications de transfert de connaissances, nos éditos, la création de nouveaux contenus, de nouveaux dossiers thématiques ou encore la mise en ligne de notre infolette Gazette. Donc, afin de nous soutenir à maintenir ces activités, on vous invite dès maintenant à faire un don pour soutenir le réseau Calaxia. Donc, comme vous le pouvez voir, il y a un petit bandeau qui a été ajouté tout au haut des pages sur le site web de Calaxia. Donc, je vous invite à vous rendre sur le site web du réseau Calaxia, calaxia.org, et à cliquer sur le petit onglet « Faites un don ». Tous les dons, petits, grands, sont excessivement appréciés et nous permettent vraiment de pouvoir de recherche des étudiants et des spécialistes dans le web pour nous aider vraiment à partir la connaissance et vous la transférer et la partager avec vous. Donc, lorsque vous cliquerez sur le petit onglet, vous allez être automatiquement redirigé, automatiquement redirigé vers le site de Canadon. Donc, pour tout don de 20 $ et plus, vous allez pouvoir recevoir un reçu d'impôt. Donc, merci à l'avance, puis on vous invite à nous donner généreusement pour nous encourager à maintenir nos activités dans la prochaine année et dans le futur également. Donc, sans plus tarder, je vous présente nos deux conférenciers. Donc, tout d'abord, Jasmin Roy, qui est président et fondateur de la Fondation Jasmin Roy et Sophie Desmarais, et notre seconde conférencière, Julie Lane, qui est professeure adjointe à l'Université de Sherbrooke et directrice générale du Centre RBC d'expertise en santé mentale. Et elle est également co-responsable du dossier École en santé du réseau Calaxia. Donc, ils vont nous parler aujourd'hui d'un thème qui, je pense, retient beaucoup notre attention, donc accompagner les jeunes dans leurs besoins émotionnels et relationnels en contexte de pandémie. Juste avant de laisser la parole à Jasmin qui va débuter la présentation, je vais vous dire qu'il y aura une période de questions à la toute fin de la présentation. Donc, vous pouvez dès maintenant utiliser l'onglet Q&R, donc questions et réponses. Pour poser vos questions, on va les comptabiliser et les adresser à nos conférenciers à la toute fin de la conférence. Si jamais il y a des questions en lien avec des problèmes techniques, je vous conseille plutôt d'utiliser le petit onglet « Converser ». Si vous ne le voyez pas au bas de votre écran, il peut être sous les 3 petits points. Donc, vous cliquez sur les 3 petits points et vous allez voir « Converser ». Et vous pouvez poser des questions par rapport à tout soutien technique là, qui pourrait vous être utile. Donc, enfin, je vous informe que vous allez recevoir dans les prochains jours un courriel où on va vous demander d'évaluer le webinaire, ce que vous avez davantage apprécié, puis des choses pour nous aider à nous améliorer, ainsi que le lien pour obtenir le PDF de la présentation d'aujourd'hui et également visionner et écouter l'enregistrement du webinaire via la plateforme YouTube. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à notre conférencier, Jasmin Roy, et je lui laisse partager son écran. Merci Isabelle. Alors, bonjour à tout le monde. Bien heureux d'être parmi vous. Là, je ne vois pas l'écran. Attends une minute. Mon écran est où?
Il faut que je repèse partager l'écran? Excusez-moi. Ah oui, ici. Partager l'écran. Excusez-moi, je pensais que ça se faisait automatique. Alors, moi, je suis ici pour vous présenter le coffre à outils qu'on a développé avec une trentaine d'experts l'été passé, qui a été lancé le 29 septembre dernier, un coffre à outils pour accompagner les jeunes dans leurs besoins émotionnels et relationnels en contexte de pandémie. Puis honnêtement, là, avec le temps qu'on a, on va faire un survol. Je vais revenir aussi un peu sur notre colloque qu'on a organisé la semaine dernière, le bilan de la rentrée scolaire en contexte de pandémie avec plusieurs chercheurs, dont Julie Lane, qui va pouvoir vous expliquer aussi que par rapport à l'anxiété, là, on en connaît un peu plus, donc il faut peut-être moins s'inquiéter qu'on pensait. Donc, je vais faire un peu la genèse du coffre à outils. Rappelez-vous, durant le confinement, à un moment donné, moi, j'étais très inquiet parce qu'on parlait beaucoup des personnes âgées, on parlait beaucoup des gens dans le milieu de travail, des entreprises, mais j'avais l'impression qu'on ne parlait pas beaucoup de la santé mentale des jeunes. Alors, rapidement, ce que j'ai mis en place, j'ai commandé une étude pour savoir comment allaient les enfants. Bon, et c'était quand même la perception des parents, là, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier qu'on n'avait pas fait le sondage auprès d'élèves directement. Et selon les parents, là, ils sentaient qu'il y avait une anxiété qui était un peu plus généralisée, qu'il y avait des problèmes d'humeur, chez certaines filles, plus de dépression à l'adolescence, beaucoup de troubles du sommeil, ça par exemple, et ça a été documenté dans d'autres recherches aussi par la suite. Et des difficultés aussi dans certaines relations interpersonnelles, mais il y avait quand même des jeunes qui allaient bien, là, donc ce qu'on a dit après ça, on s'est dit, bien, qu'est-ce qu'on peut faire rapidement sans réinventer la roue, là, parce que ce qu'on a fait, on n'a pas réinventé la roue. J'ai juste demandé aux gens d'aller un peu plus loin dans la réflexion parce qu'on avait déjà des données préliminaires qui nous disaient qu'il y avait des tendances vers certaines difficultés. Et là, avec le colloque, bien, on est capable de les mettre un peu plus en contexte, là, surtout par rapport à l'agressivité. On va y revenir un peu plus tard. L'agressivité, là, on dit qu'il y a plus de conflits familiaux. Est-ce qu'il y en a plus où on passe plus de temps ensemble et on sent qu'il y a plus de conflits familiaux. On dit que les jeunes aussi sont plus agressifs parce qu'ils sont toujours dans les mêmes bulles classe, donc ils ont moins de temps pour se ventiler, socialiser avec d'autres jeunes. Et il ne faut quand même pas oublier que l'Université Harvard a fait une étude longitudinale sur 75 ans qui est venue démontrer que ce qui nous rendait heureux, nous faisait vivre longtemps et en meilleure santé, c'était la qualité de nos relations sociales. Donc, moi, présentement, ce que j'opte beaucoup comme approche, et j'ai fait beaucoup de conférences, même auprès de jeunes au secondaire, puis ça a trouvé tout son sens en leur disant, écoutez, on passe beaucoup de temps dans des petits groupes, mais on va essayer d'améliorer nos relations dans ce groupe-là, de mieux exprimer nos émotions et nos besoins. Là, nous, on appelle ça l'alphabétisation des émotions et des besoins. Comment je me sens, de quoi j'ai besoin, comment je vais réguler mes émotions à travers tout ça. Ce qu'on sait maintenant aussi avec la recherche, c'est que ceux qui étaient déjà en difficulté ou qui avaient déjà de l'anxiété ou des problèmes avant la pandémie sont beaucoup plus fragilisés présentement. Mais je vais laisser quand même Julie vous parler un peu plus de ce qu'elle a fait. Donc, essentiellement, la plateforme est assez simple parce que nous, on a répondu à des demandes de terrain. Le terrain nous disait, là, ça nous arrive de partout. On ne sait pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, on ne sait pas quoi utiliser, c'est compliqué, il faut les regarder un par un. Alors, nous autres, on a essayé de faciliter la tâche. Donc, ici, vous allez voir là, qu'il y a des catégories. Donc, vous êtes parent, parce que c'est pour les parents, les intervenants, les enseignants. Et si vous êtes parent, vous avez des enfants, vous avez les outils pour la petite enfance, vous cliquez parents, petite enfance, et là, vous lancez la recherche. D'accord? Et là, tous les outils pour la petite enfance vont sortir. OK? Puis là, il y en a quand même plusieurs. Si vous avez des particularités, exemple, vous pouvez filtrer ici et vous pouvez y aller par thème. D'accord? C'est quoi? Moi, qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est des problèmes de comportement? Est-ce que je veux plus intervenir? Je veux de la prévention, je veux de la prévention-intervention, problème de sommeil, anxiété. D'accord? Et aussi, vous pouvez filtrer par contributeur, par les chercheurs qui ont contribué. Parce que moi, je voulais aussi rassurer les gens avec qui on proposait cet outil-là, qui est gratuit, qui est en anglais et en français aussi. Là, et si vous voulez cliquer directement, bon, donc on a Julie avec nous, là, Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale. On clique là-dessus et là, tous les outils, on va avoir des outils. Ben là, c'est parce que j'ai… Attendez.
vous allez avoir les outils de Julie qui vont sortir. D'accord? Là, je pense qu'il y a un petit problème ici. Donc, bon, il y a des stratégies ici pour apprivoiser notre stress. Il faut surtout comprendre aussi qu'avec les recherches en neurosciences, là, on sait qu'il y a une résonance qui existe, la résonance du stress. Ah, ça, c'était pour les parents, c'est pour ça. Mettons que j'ai secondaire, recherché, intervenant. Là, je suis dans intervenant et là, je vais dans mes contributeurs. Normalement, à moins qu'il y ait un problème, là, je le ferai vérifier après. C'est ça. Là, on a les outils qui sortent en lien avec ce qu'on a besoin. OK? Donc, stress, anxiété, ça sort ici. Donc, c'est assez simple pour utiliser. Puis nous autres, on voulait créer des balises aussi, de dire, écoutez, c'est tous des experts, là. Vous ne pouvez pas vous tromper. Ça fait ses preuves. C'est des gens qui travaillent déjà, qui font des recherches, qui sont spécialisés. Il y a des outils qui sont plus généraux. Il peut y avoir aussi on a des références sur plusieurs outils potentiels, là, des liens qui peuvent vous amener ailleurs. On a beaucoup d'outils pratico-pratiques, là, comment aider quelqu'un sans se brûler. Donc, comment moi, si je veux aider quelqu'un, parce que la bienveillance, c'est ça, hein, je le dis souvent, la bienveillance, c'est bien prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Donc, comment moi, je vais m'assurer de bien aller pour mieux prendre soin des autres, puis pas me brûler à travers tout ça. Puis là, ça, Dieu sait qu'on l'a vu la semaine passée au colloque, chez les spécialistes, les intervenants scolaires, les professeurs, parce qu'ils ont multiplié leur initiative pour rejoindre les élèves. On sent un épuisement, hein, on sent une fatigue. Puis n'oubliez pas que les émotions sont contagieuses. Les émotions négatives sont plus contagieuses que les émotions positives. La résonance du stress, ça existe, ça a été démontré en neurosciences. Donc, ce qu'il faut apprendre aussi, c'est apprendre à réguler nos émotions et aussi notre stress dans un groupe en tant qu'adulte pour s'assurer que le stress du groupe baisse, d'accord? Donc, et aussi réguler dans le groupe le stress individuel parce que ça a une incidence sur les autres. D'où l'importance, quand on parle, nous autres, à la Fondation, qu'on est des créateurs de milieux positifs et bienveillants, c'est que les émotions positives aussi sont contagieuses, moins que les émotions négatives, mais il faut quand même s'assurer d'intervenir le plus possible de façon positive, de supporter les émotions positives, de les multiplier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de donner des compliments, ça veut dire rire, ça veut dire s'amuser, ça veut dire avoir du plaisir, ça veut dire ne pas axer trop d'importance sur le négatif, hein, de surtout soutenir de façon positive les bons comportements pour assurer la résilience. Ensuite, bien, c'est sûr que dans les trucs qu'on propose, il y a beaucoup d'outils pratico-pratiques. Je vais vous les montrer un peu plus tard. Il y a vraiment il y a des jeux. Nous autres, à la Fondation, on avait créé l'émo-jeu pour la petite enfance. Donc, c'est un émo-jeu, c'est sur l'alphabétisation des émotions et des besoins parce qu'il faut être capable d'être en mesure de dire comment je me sens, qu'est-ce que j'ai besoin et qu'est-ce que je fais, comment je gère cette émotion-là, hein, d'accord? Et ça aussi, il y a beaucoup, moi je dis qu'il y a beaucoup d'adultes qui sont analphabètes, là, émotionnels, qui ne sont pas capables de eux-mêmes identifier leurs émotions et leurs besoins. Et à travers tout ça aussi, les interventions doivent être transversales parce qu'on ne peut pas juste s'occuper de l'anxiété des jeunes, il faut aussi être capable de s'occuper de l'anxiété des enseignants et des adultes et même des parents parce que ça a un impact sur les jeunes directement et sur leur apprentissage. Je vais arrêter pour tout de suite parce que je voulais juste mettre un peu le coffre à outils en contexte, je veux dire. Je vais laisser Julie parler un peu de son implication, aussi de ses outils, puis peut-être, Julie, nous revenir un peu sur les présentations de la semaine passée parce que moi, j'ai été surpris d'apprendre que le stress chez les secondaires 1 et 2 là, était peut-être similaire à celui de l'année passée. Bonjour tout le monde. J'arrive. Jasmin, tu me confirmes qu'on m'entend bien? Oui, on s'entendra très bien. Oui, donc je vais prendre quelques minutes avec vous pour vous expliquer le contexte dans lequel on est invité à participer avec Jasmin dans l'élaboration de ce coffre à outils-là. Puis je vais vous présenter de façon un petit peu plus détaillée là, certains de ces outils. Puis je pourrais conclure en donnant certains résultats préliminaires là, sur l'impact de la COVID, résultats d'une étude qu'on mène présentement. Donc, si on dresse un peu l'historique de la collaboration avec Jasmin, il y a quelques mois, Jasmin m'a interpellée
pour collaborer à ce coffre à outils. Rapidement, en discutant avec Jasmin, que je ne connaissais pas personnellement, mais plus par sa visibilité dans les médias et ses grandes capacités de vulgarisateur, j'ai pu voir qu'on était à la même place au niveau de plusieurs valeurs, au niveau de notre désir de soutenir les jeunes, de favoriser le développement des compétences socio-émotionnelles ou psychosociales, j'en parlerai tantôt, mais aussi son souci de favoriser l'accès à des outils qui sont le fruit du savoir issu de la recherche, mais aussi du savoir issu de l'expérience, donc des outils très, très pratiques. Donc, rapidement, moi, j'ai vu là une opportunité d'unir nos forces communes et de pouvoir partager d'une autre façon certains outils développés par le Centre RDC d'expertise universitaire de santé mentale que je dirige. Et dernièrement, d'inviter Jasmin à faire ce webinaire-là dans le cadre là, du dossier École en santé que je dirige là, en lien avec le réseau Calaxia. Quelques mots sur le Centre RDC. On est un centre universitaire, mais notre mission n'est pas de faire de la recherche, c'est vraiment de créer des innovations, mais à partir des besoins exprimés par les jeunes, les partenaires du réseau de l'éducation, du réseau de la santé, du milieu communautaire. Et dans tous les projets, on essaie d'être à la fine pointe de la science d'implantation. Elle est peu connue au Québec, cette science-là, puis moi, c'est mon expertise. Le Québec est reconnu pour mettre de l'avant plusieurs innovations, mais des innovations qui partent pas nécessairement des besoins des gens sur le terrain, des innovations qui sont rarement évaluées, des innovations qui sont des buzz non pérennes, donc qui ne durent pas dans le temps, puis des innovations qui parfois entraînent des retombées concrètes, mais qui ne sont pas mises à l'échelle dans d'autres milieux. Donc, dans tous les projets, on essaie de pallier ces enjeux-là en essayant d'être à la fine pointe de ces bonnes pratiques liées à la science d'implantation pour que les projets soient tous ancrés dans des besoins, soit à la fine pointe de la recherche, mais aussi du savoir d'expérience des nombreux partenaires avec qui on travaille. Et tous nos projets sont évalués. Je vous parle plus particulièrement d'un projet parce que les outils qu'on a rendus disponibles sur le COF viennent vraiment de ce programme-là, qui est le programme hors piste. Vous allez voir, on en a 3. Un pour le préscolaire primaire, un pour le secondaire, puis un pour le postsecondaire. La visée du programme hors piste, c'est vraiment de favoriser le développement des compétences psychosociales tout au long du parcours scolaire. Et ça, au Québec, c'est un enjeu. L'Organisation mondiale de la santé nous demande depuis plus de 30 ans de favoriser ce genre de compétences-là chez les jeunes, de compétences socio-émotionnelles, de gestion du stress, autorégulation des émotions, gestion des conflits. Et plusieurs pays ont pris la balle au bon très rapidement, il y a plus de 30 ans, ont mis sur pied des programmes. Au Québec, on est résolument en retard. Et tous les enjeux de santé mentale, de suicide qu'on vit au Québec ne sont pas étrangers à ça, au fait qu'on n'a pas développé des outils pour composer avec les enjeux auxquels on est confronté dans notre vie quotidienne. Donc, le programme Orpiste tente vraiment d'outiller les jeunes et d'agir plus particulièrement sur la prévention de l'anxiété et les troubles d'adaptation. Au Québec, il y a une augmentation des enjeux d'anxiété chez les jeunes. Peu importe le niveau confondu. Je le nommais tantôt, le programme est élaboré selon une approche qui part des besoins des milieux, qui vraiment permet d'aller voir dans le monde ce qui peut nous inspirer au niveau des programmes qui sont déjà probants. Travailler avec des gens du terrain, avec des jeunes pour s'assurer que ce qu'on développe est arrimé à leur réalité, à leurs besoins. Implanter ces programmes-là en mettant en place les conditions pour augmenter les chances qu'ils soient pérennes et les évaluer pour s'assurer que ces programmes-là entraînent des retombées. Le programme hors piste en a un coup d'œil de façon un petit peu plus précise. Je vous présente au centre le programme hors piste au secondaire qui est en bleu, qui est beaucoup plus développé, qui est en déploiement dans l'ensemble des écoles secondaires du Québec. Il y a un plan de déploiement présentement là, pour le rendre accessible
possible. Il y a 60 écoles là, cette année qui sont en mouvement d'implantation. Vous voyez très bien là, dans le triangle qu'on a une approche par étapes, hein, où on a une prévention universelle, où des ateliers offerts en milieu scolaire sont offerts à l'ensemble des élèves. Au premier cycle, secondaire 1 et 2, 5 ateliers par niveau. Au deuxième cycle, c'est 3 activités par niveau. Les élèves qui demeurent anxieux, vulnérables suite à ces ateliers de prévention universelle ont accès à de l'intervention précoce. Donc, on parle de l'intervention de groupe auprès des élèves, auprès des parents. Et ce qui est novateur ici, c'est grâce à une collaboration étroite avec des intervenants des équipes santé mentale, des établissements du réseau de la santé et des services. Et si les jeunes demeurent vulnérables, bien là, on va dans une intervention plus spécifique qui est offerte par l'équipe santé mentale de l'établissement de santé des services sociaux de la région. Et ça, c'est le programme Orpis au secondaire. Le programme Orpis préscolaire primaire, on l'a développé l'année passée. Cette année, il est en pilotage dans une vingtaine d'écoles au Québec. On parle ici de 4 à 6 ateliers par niveau, mais une approche vraiment milieu avec des ateliers pour les enseignants, pour les parents, pour contribuer à un changement de culture dans l'école. Et on a ici en Estrie, pour l'instant, le programme Orpis post-secondaire avec les 2 établissements universitaires, les 3 établissements niveau collégial. Et là, c'est une démarche d'accompagnement pour accompagner un changement de culture dans ces établissements-là, pour allier performance et aussi culture de bienveillance en venant mettre en place plusieurs initiatives qui viennent non seulement outiller les étudiants postsecondaires, mais aussi entraîner un changement de culture en sensibilisant les membres du personnel et les enseignants. Donc, je ne vais pas plus dans le détail. Je vais maintenant aux outils qui ont été partagés avec l'équipe de Jasmin là, dans le coffre. Donc, il y a 3 niveaux d'outils. Il y a une première catégorie d'outils qui vise vraiment les parents et les enseignants, les intervenants. Donc, il y a une vidéo « Laissez la nature prendre soin de vous » qu'on a développée grâce à une collaboration avec l'Université de la nature et qui vous sensibilise et qui vous donne des trucs très concrets pour, quand vous allez en nature, augmenter les chances que la nature puisse avoir un effet positif sur vous. C'est basé là, sur une montagne d'évidence scientifique. On vous propose aussi une vidéo bien ensemble et avec soi. C'est une série de vidéos que vous pouvez butiner ou vous pouvez y aller selon une séquence. Et le but, avec une approche très positive, est de vous outiller à mieux prendre soin de vous dans le cadre de ce contexte, mais aussi mieux prendre soin des gens autour de vous. Il y a un autre outil qui est une liste de stratégies appuyées sur la science pour apprivoiser son stress. Il y a aussi des outils qu'on propose pour les parents. Donc, une fiche d'information que les parents peuvent utiliser pour parler d'anxiété à leurs enfants. Cette fiche-là leur aide d'abord à comprendre parfois leur propre stress et anxiété, la différence entre les deux, puis l'expliquer de façon très concrète à leurs enfants. Comme vous le savez probablement, souvent les jeunes qui sont anxieux ne sont pas tombés très loin de l'arbre, ont souvent aussi un parent anxieux. Fait que cette fiche-là permet par ricochet aussi d'outiller le parent. On propose aussi un guide pour aider les parents à accompagner les jeunes qui font la transition du primaire au secondaire. Cette étape-là est névralgique, qui fragilise parfois la santé mentale de certains jeunes ou augmente leur anxiété. C'est des trucs très concrets que les parents peuvent mettre en place pour outiller leurs jeunes dans ce moment-là. Enfin, on propose des fiches d'intervention pour mieux accompagner les adolescents qui présentent des symptômes anxieux pour les aider à composer avec cette anxiété-là. Encore une fois, bien appuyé sur la science. Un outil aussi pour aider des élèves, que ce soit du secondaire ou post-secondaire, qui ont parfois la motivation avec l'enseignement virtuel, peut-être la motivation un petit peu écorchée,
comment on peut les aider à mieux composer avec ce contexte-là. Et enfin, bien, une fiche d'information, l'anxiété, c'est l'affaire de tous, pour aider les élèves à mieux composer avec leur anxiété. Quelques mots en terminant sur les résultats préliminaires sur l'impact de la COVID. Dans le cadre du programme Ortis au secondaire, pour mesurer l'impact du programme, on a des temps de mesure pré-test et post-test grâce à un protocole d'évaluation composé d'une centaine de questionnaires validés scientifiquement. Le pré-test de cet automne nous permet non pas juste d'avoir l'état actuel des jeunes, mais nous permet de le comparer avec le portrait des élèves de l'année passée. Donc, c'est vraiment des résultats préliminaires parce qu'on est encore en collecte de données, mais déjà, c'est très intéressant ce qui ressort. Donc, quand on compare le portrait de l'anxiété et autres troubles d'adaptation des jeunes de l'année passée avec cette année en septembre, on se rend compte qu'il n'y a pas énormément de différence sur plusieurs des dimensions. Et de façon très concrète, il n'y a aucune différence significative quant aux symptômes anxieux des élèves. On remarque même une diminution significative des sentiments dépressifs. On remarque cependant une augmentation d'utilisation problématique d'Internet, c'est un petit peu à prévoir. Et on remarque une augmentation significative de l'impact de l'anxiété sur les activités sociales et les activités quotidiennes. On a posé des questions supplémentaires qu'on n'avait pas dans notre protocole d'évaluation pour voir concrètement, selon leur perception aux jeunes, c'est quoi l'impact du confinement. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que pour 14% des jeunes, il y a eu un impact positif, mais pour 60% des jeunes, il n'y a eu aucun impact, ni positif ni négatif. Et seulement 26% des jeunes mentionnent que ce confinement a nuit à leur bien-être et à leur santé mentale. Donc, c'est des résultats qui viennent un petit peu nuancer ce qu'on voit dans les médias dans les derniers mois et dernièrement. On voit vraiment des résultats de sondage ou résultats de recherche très percutants qui sont rapportés par les médias de façon très percutante. Mais quand on regarde un peu les méthodologies utilisées par certains de ces sondages-là ou recherches-là, on peut remarquer parfois qu'il y a un biais de sélection des sujets. Par exemple, quand on propose une étude ou un sondage sur les impacts de la pandémie, inévitablement, les gens qui complètent ces sondages-là, c'est ceux qui se sentent davantage interpellés par la question. Puis, Jasmine le met tantôt, souvent, on demande aux parents leur perception par rapport à l'impact de la pandémie chez leurs jeunes. Puis là, on voit qu'il y a peut-être un décalage au niveau des perceptions. Peut-être que les parents font parfois de la projection. Donc, je ne veux pas remettre en question l'ampleur de l'impact de la pandémie chez les jeunes, mais on voit très bien, puis Jasmine peut témoigner lors de son colloque, d'autres chercheurs présentaient des résultats qui amènent à voir que cet impact-là est plus grand chez certains élèves, mais il y a même des impacts positifs pour certains élèves de cette pandémie-là. Vous connaissez autour de vous des jeunes qui ont des agendas de premier ministre avec un cours de tennis le lundi soir, un cours de natation le mardi, qui ont pu apprécier avoir un agenda plus léger. Donc, voilà les résultats préliminaires auprès de 600 élèves, mais on est en collecte, puis on anticipe avoir au moins 2000 élèves là, pour aller au bout de ces analyses-là de l'impact. Je te redonne la parole. Merci, Julie. Oui, d'ailleurs, avant la pandémie, là, on sentait que le taux d'anxiété était déjà assez élevé. Ce qu'on constate présentement, c'est que peut-être que les parents, vu qu'ils ont passé plus de temps aussi avec leurs enfants, ils se sont peut-être aperçus qu'ils étaient anxieux, leurs enfants, parce qu'ils passaient plus de temps avec eux autres. C'est une possibilité. Il faut quand même se poser des questions sur le temps que les parents passent avec leurs enfants présentement. Il ne faut pas oublier une chose aussi quand on parle d'anxiété. Moi, je crois beaucoup au transfert d'anxiété, puis
la projection sur ses enfants ou même sur des adultes autour de nous. Il faut quand même aussi apprendre aux adultes aussi de bien modéliser le comportement qu'on veut qui se manifeste chez les jeunes. Si on veut que les jeunes soient calmes, il faut leur montrer, mais la meilleure façon de montrer à des jeunes dans un développement des compétences socio-émotionnelles, c'est d'être capable de le modéliser et de dire, bon, voici ce que je fais, voici, sans nécessairement dire à la personne, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Parce qu'il y a une chose aussi qu'il faut comprendre dans la régulation émotionnelle, c'est un peu comme un exercice physique. On ne va pas faire du yoga si on n'est pas bien quand on fait du yoga pour faire de l'exercice physique. On va trouver son véhicule. Donc, pour certains jeunes, ils vont vouloir gérer leur anxiété par le jeu. Il y en a d'autres, ça va être par le sport. Il y en a d'autres, ça va être par les arts. Donc, il faut aussi leur proposer une panoplie de solutions sans nécessairement leur dire c'est ça qu'il faut faire. On peut leur dire, moi, quand je suis anxieux ou quand je suis en colère, voici ce que je fais. Veux-tu l'essayer? Peut-être que ça va marcher avec toi, peut-être que ça ne marchera pas. Et pour qu'à un moment donné aussi, parce que moi, je crois beaucoup au développement de l'autonomie émotionnelle, là, dans le sens d'être capable de bien exprimer nos trucs, puis de dire, d'identifier à quel moment on a un besoin, puis à quel moment ce besoin-là n'est pas comblé et à quel moment aussi j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'être supporté par quelqu'un dans mon besoin émotionnel ou relationnel. Nous, c'est sûr que je vais sortir un outil. Là, je vais vous montrer quelques outils. Puis si vous voulez écouter le colloque là, en rattrapage, il est encore disponible. Vous pouvez aller vous inscrire sur le site de la Fondation, là, dans colloque, fondationjasminroy.com. Je vais aller voir Julie Beaulieu maintenant. Sinon, je l'avais sorti, Julie Beaulieu. Bon. Julie, elle a proposé un outil assez exceptionnel qui s'adresse en collaboration avec Sarah Kirouac. Julie, qui est professeure à l'Université du Québec à Rimouski. Sarah, qui travaille, elle, étudiante à la maîtrise, parce qu'aussi, on a travaillé avec des étudiants qui étaient chapeautés par des chercheurs à l'Université du Québec à Rimouski. Donc, elle propose des outils très pratico-pratiques, puis ça s'adresse aussi aux parents, aux enseignants et aux autres intervenants primaires, secondaires. Et on a des outils qui sont plus vers le jeu, mais c'est beaucoup d'outils un peu comme Julie a fait. Mais on est dans plusieurs jeux. Comment identifier l'anxiété? Là, je vais juste le défiler rapidement. Puis après ça, vous avez une panoplie d'outils, de jeux qu'on peut utiliser avec les jeunes directement, que les parents peuvent utiliser. C'est sûr que c'est un outil qui est quand même assez complexe, mais c'est un outil, moi, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, qui est en lien vraiment avec l'approche des apprentissages sociaux et émotionnels. Donc, de dire comment je vais développer les compétences émotionnelles et relationnelles de mon jeune. Parce que, comme je vous disais, on est en classe bulle, donc il faut favoriser une approche sur peut-être à plus petite échelle sur l'amélioration de nos relations dans les plus petits groupes. On a aussi à la Fondation, là, je vous ai parlé tout à l'heure de l'émo-jeu, qui est plus pour la petite enfance, qui est disponible, là, que vous pouvez commander ou imprimer gratuitement. Vous le commandez, ça coûte 5 $, c'est juste pour la livraison. Et on l'utilise beaucoup. Ça a été fait pour les parents, mais il y a beaucoup d'intervenants à la petite enfance dans les services de garde qui l'utilisent. Et aussi, on a créé un outil similaire pour les Premières Nations. Je ne sais pas s'il y a des gens issus des Premières Nations ou qui interviennent auprès des Premières Nations à la petite enfance sur l'alphabétisation des émotions et des besoins. Ça a été créé avec des experts autochtones. Donc, on voulait, et c'est à l'image de cette culture-là, avec des dessins de jeunes autochtones. Donc, comme je vous dis, là, je n'ai pas le temps vraiment de décortiquer l'outil parce que ça a 100 pages, là, mais comme je vous conseille d'aller voir cet outil-là, il y a beaucoup de jeux. L'enfant doit apprendre aussi, c'est pour ça qu'on a créé les mots-jeux. Je dis tout le temps, apprendre par le jeu les émotions. Puis, il y a une chose aussi, une grande erreur qu'on fait souvent dans les apprentissages socio-émotionnels, c'est que chaque fois qu'on aborde les émotions en tant qu'adulte, on aborde les émotions négatives. Alors, de plus en plus, ce qu'on dit, c'est qu'il faut commencer par aborder les bonnes émotions. Et après ça, faire des liens quand une autre émotion qu'on dit négative, parce que moi, je pense que toutes les émotions peuvent être positives,
Mais supposons que l'enfant se sent joyeux, il a besoin de sauter, de danser, de s'amuser. Ensuite, l'enfant est en colère. On lui dit « Rappelle-toi quand tu étais joyeux », parce qu'à un moment donné, je donnais une conférence là-dessus, puis les gens disent « Ouais, mais quand on est heureux, on n'a pas de besoin. » Je dis au contraire, je dis si je suis heureux, j'ai de la joie, j'ai réussi quelque chose, j'ai le goût de le partager, j'ai besoin de le partager, j'ai besoin de fêter, j'ai besoin de m'amuser. Donc, après ça, c'est plus facile de dire à l'enfant et à l'adolescent, parce que souvent, l'adolescence, c'est un des problèmes qu'on voit, c'est que il faut créer le lien. Et l'approche en travaillant avec l'émotion positive crée le lien et ensuite, on peut faire un lien plus facilement avec l'émotion négative. Dire, rappelle-toi, là, quand ça allait bien, on sautait, on s'est amusé. Là, maintenant, comment tu te sens? Puis qu'est-ce que tu aurais besoin? Okay? Puis, il faut les amener aussi à pouvoir trouver leur propre solution. Ça, c'est un outil que, honnêtement, que j'aime beaucoup. Un autre outil qui a été fait par Deuil Jeunesse. Et puis là, je vais le mettre en contexte parce que au printemps dernier, on pensait que... Attends une minute, Deuil Jeunesse. Attends, je vais aller... Bon, regardez, je vais aller directement dans mon écran. Ça va aller plus vite. Donc, c'est Deuil Jeunesse, ici. Deuil Jeunesse a créé un outil parce qu'on était préoccupé par les jeunes, parce qu'on ne pouvait pas nécessairement aller dire au revoir aux grands-parents, aux gens qui étaient décédés. La semaine dernière, avec le colloque, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il n'y avait pas tant de jeunes qui avaient dû subir une perte de quelqu'un de proche d'eux autres. Et alors, dans cet outil-là, je leur ai demandé d'aller un peu plus loin, de ne pas être juste dans la perte d'un être cher, quoique des outils là-dedans pour comment j'accompagne quelqu'un pour faire son deuil, mais aussi dans la perte des deuils de la vie courante. Exemple, je dois faire le deuil de mon bal de finissant. Comment je fais ça? Comment j'exprime ça? Puis, c'est quoi le processus du deuil pour bien l'exprimer, pour dire tu vas peut-être passer par des émotions plus difficiles, des émotions qui seront plus faciles. Mais en tout et partout, il y a une façon de faire son deuil. Donc, c'est pour accompagner ces jeunes-là. Et ça, c'est un outil, moi, honnêtement, si vous avez un jeune parce qu'on a vu beaucoup de jeunes qui avaient des difficultés là, à faire le deuil de certaines situations, ça peut vous aider. Ou aussi un deuil d'une personne là, qui est vraiment décédée. Ça peut être un grand-parent, un grand-père ou même un parent. D'accord? Jasmin, juste Oui. une petite chose. L'écran de votre ordinateur a figé. Donc, à partir de maintenant, si vous partagez quelque chose, nous, on ne le voit pas. Donc, peut-être soit changer la page ou peut-être terminer le partage. Peut-être juste terminer le partage et repartager votre écran. Okay. Reprendre le partage. C'est possible. Reprendre le partage. Non, ça ne marche pas. Celle-là. Ça marche-tu, là? Oui, là, on voit coffre à outils pour accompagner les jeunes dans leurs besoins émotionnels. Bon. ABC du dodo. L'ABC du dodo. OK, parfait. On a quelques outils. Il y a même une comptine pour les enfants qu'on peut apprendre avec l'enfant parce que ça, c'est une problématique qui est là encore. Beaucoup de problématiques de sommeil. C'est sûr que ça s'adresse plus aux parents. Comment créer une routine de dodo, comment je fais ça. Donc, bon, là, vous avez plusieurs conseils. Mais il y a un autre outil sur les cauchemars. Si les jeunes qui sont anxieux font des cauchemars, moi, pour avoir vécu beaucoup d'anxiété, je peux vous dire que le cerveau travaille durant la nuit. Puis moi, je faisais même des terreurs nocturnes. Donc, comment j'accompagne mon enfant quand il vit des cauchemars. Donc, vous allez surtout travailler au niveau de la routine. Puis ça, je ne sais pas, je vais avoir le temps de tout présenter, mais il y a des outils aussi sur la routine à la maison avec les parents. Ce qui est très, très important parce que pour contrôler son anxiété, il faut quand même créer une routine au sein du domicile, même au sein de la classe, parce que ça met des balises, ça sécurise tout le monde. On peut sortir de sa routine une fois de temps en temps pour créer une fête, un événement spécial, mais plus on crée une routine, on donne des objectifs, puis pas nécessairement des gros objectifs, mais on prépare notre semaine pour éviter les temps morts, pour éviter les difficultés, puis il faut être aussi capable d'être tranquille à rien faire, là. Mais ce que je vous dis, c'est que vous allez avoir beaucoup d'outils qui vont pouvoir vous aider dans c'est quoi
faire une routine à la maison. Là, si vous accompagnez des parents, là, ça veut dire quoi, une routine à la maison, puis comment ça se fait? Rapidement, je ne sais même pas, c'est vraiment un survol. Hein. On a ça, par exemple, c'est une chose qu'on a vue, l'engagement, surtout à distance. Puis là, vous avez un outil ici, mais ce qui est sorti la semaine passée dans le colloque, c'est que les jeunes, quand ils étaient à distance, l'enseignement à distance, l'engagement est moins là. Donc, on dit qu'on vous donne des trucs dans cet outil-là sur comment créer cet engagement-là, comment la maintenir aussi, parce que présentement, ce qu'on constate, c'est que quand les jeunes sont en présentiel, là, ça, Anne Lessard à l'Université de Sherbrooke l'a bien mentionné, quand on est présent à l'école, on est motivé, les enseignants aussi. Quand on n'est pas à l'école, on est moins motivé. Les enseignants sont moins motivés aussi à donner l'enseignement à distance parce que les enseignants aiment ça, voir les yeux de leurs élèves, ils aiment ça, voir la réponse de leurs élèves. Et aussi, il y a quand même des outils aussi qui ont été développés sur comment motiver les jeunes avec l'enseignement à distance, parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de comportements inadéquats quand les adultes enseignent à distance. Là. Les enfants n'écoutent pas, ferment la caméra, font des bruits, toutes sortes de bruits. Donc, c'est pour ça qu'on dit tout le temps qu'il faut essayer de les garder le plus à l'école parce que l'engagement est meilleur. Mais l'engagement, ce n'est pas juste l'engagement dans les apprentissages, mais c'est beaucoup dans l'engagement affectif, cognitif et comportemental. Cet outil-là donne beaucoup de pistes, je pense, qui peut aider surtout les intervenants et les enseignants. Vous avez aussi un guide ici qui a été développé par Lynn Massé, Claudia Verret et Jeanne Lagacé Leblanc sur comment reconnaître les difficultés de régulation émotionnelle de l'adolescent. Souvent, comme je vous dis, à l'adolescence, le contact est plus difficile parce que vous savez qu'à l'adolescence, les pères ont plus d'influence que les adultes. Donc, et là, présentement, on sent que les pères sont moins là. Et aussi, il y a moins d'occasions pour eux de socialiser. Et c'est souvent à l'adolescence qu'on apprend à réguler nos comportements ou même nos émotions dans le groupe. Donc, ici, un adolescent, puis il y en a aussi pour les enfants, là, il y en a un autre tout de suite après. Là, vous avez aussi un outil comme ça sur comment identifier ces jeunes là, qui ont des difficultés de régulation émotionnelle. D'accord? Ça, c'est vraiment pour les évaluer. Puis après ça, vous allez avoir des outils sur comment les accompagner. Comment je peux l'accompagner à mieux gérer ses émotions. Puis comme je vous dis, il ne faut pas imposer ses choix sur un enfant. Il faut proposer. Et d'ailleurs, dans les mots-jeux, c'est ce qu'on dit aussi quand on dit à la petite enfance, c'est comment je me sens. Là, il y a plein de cartons devant moi d'émotions. Puis derrière, c'est qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Puis après ça, qu'est-ce que je fais avec ces émotions-là? Hein? C'est quoi mon besoin? Puis après ça, bien, comment je vais réguler ça? Puis il y a plusieurs façons de le faire. D'accord? Ensuite, ce que je pourrais vous proposer ici, c'est favoriser. Bon, il y a beaucoup de ce que ça a été nommé là, et répété à plusieurs reprises. C'est les problématiques de conflits, conflits familiaux, d'agressivité en classe. Donc, vous avez des outils pour comment favoriser les relations adultes-adolescents. Vous avez aussi un outil similaire aussi pour le primaire. Donc, comment je vais favoriser mes relations? Puis, il y a aussi des outils pour les parents. Hein? Comment, moi, à la maison, je vais favoriser mes relations pour que ça aille mieux. Et pour que, là, vous savez, je vais vous montrer l'outil là, pour les plus petits. Là. Donc, comment je favorise là, hein, les relations pour que les relations soient bonnes. Puis, comme je vous disais, à l'heure actuelle, c'est difficile de travailler sur une approche universelle là, sur l'école au complet parce que ce que disait Julie tout à l'heure, quand on parle des apprentissages socio-émotionnels, on dit que si on a une approche universelle, vous allez à peu près avoir 80% des élèves qui vont spontanément embarquer dans cette approche-là et qui vont, après ça, bien, comme elle disait, là, il y a des particularités, il y a des gens qui ont besoin de plus de soutien et d'aide pour plein de raisons. Alors, et là, on évalue plus en détail pour ces jeunes-là et on leur donne cet accompagnement-là. Il y a une chose aussi que je dois mentionner, il y a beaucoup de parents dans les études à l'heure actuelle qui se plaignent qu'ils n'ont pas assez que leurs enfants n'ont pas assez de support
sont pas assez outillés présentement, entre autres par les orthopédagogues, donc, et qui manquent de ressources. Ils n'ont pas la ressource qu'ils avaient l'année dernière quand on faisait l'école normale. Donc, ça, c'est une problématique aussi parce qu'à l'heure actuelle, ce qu'on démarque, là, ce qu'on voit, c'est que ceux qui étaient en difficulté, ceux qui avaient des problèmes émotionnels, relationnels, l'année dernière, on est en train de creuser un fossé avec eux autres, là. D'accord? Donc, et il faut s'assurer de bien les supporter. Donc, si vous êtes intervenant, là, mettez de la pression aussi pour qu'on puisse mieux intervenir et intervenir plus souvent. D'accord? Vous avez aussi, parce que quand on parle d'anxiété aussi, on parle de gestion de la pensée, gestion des idées. Encore un outil qui a été fait avec Lynn Massé et son équipe, qui est assez, que j'aime beaucoup aussi, c'est comment aider l'enfant à désamorcer ses pensées non aidantes pour le primaire. Et parce que, puis on en a aussi similaire au secondaire, parce que ce qu'on a réalisé aussi, c'est qu'il y a des gens, dans notre sondage de l'année passée, beaucoup de gens disaient je fais tout ce que le gouvernement me dit de faire, je prends des marches, je reste en contact avec mes amis via téléphone ou par vidéo, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faut aussi apprendre à avoir une meilleure gestion des pensées. Moi, j'avais fait une thérapie cognitivo-comportementale quand j'avais mes troubles d'anxiété. Donc, c'est important d'arriver à avoir une gestion des pensées. Puis, puis il y a plusieurs façons de contrecarrer des pensées négatives ou des pensées obsédantes ou des pensées angoissantes. D'accord? Oui, j'arrive fini. Je vais juste finir. Je vais vous en donner deux petits derniers là, rapidement. Qu'est-ce que c'est ça? Annuler. Fermer l'onglet actif. Ah, il y en avait deux d'ouverts, c'est pour ça. Je vous parlais de l'organisation familiale. Vous avez aussi un outil qui a été conçu par Caroline Boudreau, Evelyne Touchette, Nancy Gaudreau. Tout à l'heure aussi, Julie parlait d'un outil de ces vidéos en nature, mais on a aussi un outil pédagogique pour faire l'école à l'extérieur ou avoir des interventions pédagogiques à l'extérieur aussi, ce qui est assez gagnant. Vous avez une panoplie aussi d'outils qui a été créée par Nancy Gaudreau et Marie-Pierre Duhem. Rapidement, je vais vous le montrer parce qu'on dit, bon, comment j'évalue les troubles émotionnels ou les difficultés de comportement. C'est un outil qui a été conçu et qu'on peut même faire à distance. Et elle a quand même, on a 4 outils différents. Il y en a un qui s'adresse aux parents aussi, c'est pour les troubles de comportement. Il y en a qui s'adressent aux enseignants et aux intervenants. Donc, même si on est à distance, une façon d'évaluer ces comportements-là. D'accord? Bien, ça mettrait fin pas mal, hein, parce que là, on va être dans la période de questions, je pense. Hein? Ça va vite, hein? Exactement. Merci beaucoup, Jasmin. Merci beaucoup, Julie aussi. Puis effectivement, on a beaucoup de questions, donc je vais essayer de faire un exercice et quelques pirouettes pour rassembler le plus possible les questions. Mais merci beaucoup à vous deux. C'était excessivement intéressant. Puis je peux me permettre de résumer là, les impressions de beaucoup de participants qui disent que à la fois le programme et les outils hors piste, les autres outils qui ont été développés là, par la Fondation, c'est excessivement intéressant. En ce qui concerne hors-piste, Julie, il y avait quelques questions, puis je vais essayer de les regrouper. Là. Tout d'abord, est-ce que le nom des écoles qui y participent est accessible? Est-ce que les outils et le programme et hors-piste ont lieu uniquement dans des écoles francophones ou les écoles anglophones sont également visées? Et est-ce que c'est quelque chose qui est prévu? Puis je vais vous laisser répondre à ces premières questions, puis après ça, je vais enchaîner. J'ai pas le nom des écoles actuellement. Peut-être dire que le programme était plus activement en implantation dans certaines régions que d'autres. On parle de l'Estrie, Mauricie, Centre du Québec, Montérégie, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et à partir de cette année, là, on ouvre à d'autres régions. Donc, il y a un plan de déploiement qui est en cours. Je le disais tantôt, il y a une 60aine d'écoles dans 9 régions du Québec. Je ne les ai pas tous, mais si vous êtes intéressé par le programme hors-piste, vous pouvez aller sur le site du Centre RDC. Il y a vraiment un onglet hors-piste et les coordonnées des personnes à contacter ou écrivez-moi directement sans problème. Je pourrai vous donner les informations que vous demandez. Une traduction du programme sera possible à partir de l'année prochaine. On a une subvention généreuse de l'Agence de la santé publique du Canada. Et à partir d'avril, il nous octroie des fonds pour le traduire. Donc, dès septembre prochain, le programme va être accessible aussi pour les écoles anglophones.
Super. Donc, merci beaucoup, Julie. Je pense que ça répond déjà à plusieurs questions. Puis, il y avait quelqu'un qui se demandait justement si vous allez regarder de manière un peu plus spécifique les comparaisons entre les milieux ruraux et les milieux urbains. Donc, j'imagine que ça va être possible avec la diversité des jeunes que vous avez interrogés. Puis, une autre question, est-ce que ça touchait des jeunes de primaire et secondaire, puis la tranche d'âge, en fait, qui était visée? Fait que les résultats préliminaires que je vous ai présentés tantôt concernent les données collectées dans les écoles secondaires. Effectivement, là, étant donné qu'on augmente le nombre d'écoles et tout ça, ça va être possible de faire des analyses comparées entre les écoles de milieu urbain versus les écoles de milieu rural. J'ai vu aussi qu'il y avait une question sur le nombre par rapport au nombre potentiel. Je nommais qu'on va avoir avec cette collecte-là cette année 2000 élèves, grosso modo, qui vont participer à cette collecte. Sur un potentiel, au Québec, il y a 400 écoles secondaires. Fait que, tranquillement, on s'en va vers ça, mais présentement, si je vous le disais, là, on est en déploiement progressif. Donc, on parle d'éventuellement 300 000 jeunes potentiels au secondaire. Fait qu'on n'est pas là. Alors, c'est une faiblesse de la collecte de données qu'on a cette année. Elle est déjà d'envergure, mais elle ne permet pas de rejoindre tout ce beau potentiel-là. Super, merci beaucoup. Donc, je pense que ça répond à plusieurs questions. Quelqu'un demandait également au tout début, là, donc je reviens un petit peu plus tôt dans la présentation, ce que vous pensez du programme imposé par le gouvernement dans les CIUS en santé mentale, donc le PQPTM, donc le programme québécois pour les troubles mentaux. Est-ce que c'est lié à l'initiative de RBC ou pas? Voilà la question. Donc, le PQPTM est très intéressant parce qu'il invite un changement pratique au Québec en santé mentale et de s'inscrire dans l'ensemble du continuum, d'avoir des activités de prévention-promotion jusqu'à de l'intervention plus spécialisée. On a négligé la prévention-promotion en santé mentale, l'auto-soin, fait que ce programme-là amène vraiment une effervescence au niveau d'activité en amont. Donc, le programme ORP s'inscrit en cohérence avec cette orientation-là ministérielle, mais aussi avec d'autres orientations. Très intéressant, merci. Puis je vais me permettre de joindre deux autres questions qui font référence à la question du virtuel et l'exposition aux écrans. Donc, une personne demande plusieurs programmes jeunesse de type cadet, scout ou autres font du virtuel pour les activités. Donc, on transférait leurs activités en virtuel. Est-ce que c'est trop, à votre avis, pour les jeunes ou est-ce que ça peut être une distraction qui soit positive? Et je lirai la question de Lily Lessard à cet effet-là aussi, qui vous remercie pour la présentation de la boîte à outils et tout, mais qui se demande si on doit s'inquiéter de la place que prennent les écrans dans la vie des enfants de nos jeunes. Donc, c'est une source d'échanges sociaux, soit à travers les jeunes entre les groupes, mais aussi par l'exposition des programmes là, qui leur sont offerts. Donc, si vous pouvez réagir à ces deux questions-là. Je vais laisser Jasmin réagir, puis j'irai par la suite. Tu iras par la suite parce que la semaine dernière, chez les adolescents, en tout cas, ce qui a été mentionné, c'est que le fait qu'ils puissent avoir ça, pour plusieurs, ça les aide. C'est un outil de résilience. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas les couper de ça. Cela dit, je crois que dans le milieu familial, les parents doivent privilégier de saines relations, des moments privilégiés où on va communiquer, puis qu'eux-mêmes, parce qu'au lieu de dire toujours comment tu te sens, pourquoi moi, comme père de famille ou mère de famille, je ne dis pas « Hey, moi, cette semaine, je me sens bien, mais la semaine dernière, je me sentais anxieux, j'avais besoin de bouger plus, on est sorti, ça m'a fait du bien, puis toi là-dedans, comme pour toujours, à chaque fois que les adultes parlent aux enfants, c'est comme si eux, ils étaient dénués de toutes ces émotions-là, mais commencer à modéliser. Puis c'est surtout ça qu'il faut comprendre, parce que ce que dit Harvard par rapport aux relations, c'est les relations de qualité. Et la relation de qualité, là, ça peut être une demi-heure dans la journée. Ça crée le lien, c'est suffisant. Ça veut dire plus on en a, mieux c'est. Mais c'est d'arrêter de toujours dire « Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? » Puis de prendre ça plus à la légère, dire « Bon, moi, aujourd'hui, je me suis senti vraiment agressif, colérique, que j'avais de la misère à gérer mes émotions comme père de famille, là, puis avec mes collègues de travail, où je me sens épuisé de faire des Zooms. J'aurais besoin de couper l'ordinateur. Ça, c'est des besoins, là. Fait que moi, je pense qu'il faut faire attention pour ne pas démoniser ça à l'heure actuelle parce que ça pallie à des manques. Très
Très intéressant. Oui, Julie? Et c'est bien de distinguer aussi une utilisation saine versus une utilisation problématique des réseaux sociaux, de l'utilisation de la technologie, puis de sensibiliser les jeunes à une utilisation problématique. Je partage exactement le même point que Jasmin, il ne faut pas démoniser, puis au contraire, les réseaux sociaux ou les technologies sont parfois la seule modalité pour rejoindre les jeunes et les aider peut-être à créer des liens avec d'autres jeunes. Donc, il faut y aller avec nuance aussi pour ça. Puis j'en profite aussi pour ceux qui ne le savent pas, le Québec s'est enfin doté d'une stratégie numérique en prévention du suicide, une superbe plateforme qui comprend différents modules, dont aussi une application d'auto-soin qui s'inscrit vraiment en prévention et promotion de la santé mentale. C'est sûr que c'est davantage pour les ados et jeunes adultes et adultes, mais le plan de communication est en déploiement progressif. Donc, suicide.ca, je vous invite à en faire à la promotion là, dans vos milieux où ça peut être pertinent. Merci beaucoup. Donc, ce que je comprends, c'est de ne pas démoniser les réseaux sociaux, de maintenir un contact réel dans la famille, puis de s'assurer d'une saine utilisation. Puis, par rapport aux activités qui peuvent avoir transformé là, en virtuel, on parlait justement, il peut y avoir des groupes de soutien auxquels les jeunes appartenaient, des groupes d'entraide, des groupes d'activité physique. Donc, la transformation virtuelle, est-ce que c'est de rajouter beaucoup d'expositions virtuelles ou à la limite, ça peut être bénéfique pour ces jeunes-là, à votre avis? Bien, moi, je dirais pour l'instant, là, il faut l'utiliser. D'accord? Et après la pandémie, moi, je pense qu'il va falloir faire du rattrapage émotionnel et relationnel. Je n'arrête pas de le dire parce qu'il y a des comportements qu'on apprend à réguler dans le groupe. Là, on est coupé des groupes. Donc, il va falloir aussi avoir des stratégies pour se préparer au retour à la socialisation normale. Et après, à partir de ce moment-là, on pourra dire, bien, maintenant qu'on a moins besoin de ça, ça ne veut pas dire de ne plus l'utiliser, mais de dire maintenant, on va peut-être faire un peu de rattrapage, hein, puis de dire on va privilégier du temps de qualité avec les autres. Génial, merci beaucoup. Donc, je reçois beaucoup de commentaires qui vous remercient pour les outils, certaines personnes qui participent au programme, qui trouvent ça excessivement intéressant, que l'expérience a été excessivement positive. Une question, excusez-moi, là, j'essaie juste de me retrouver un petit peu. Est-ce que quelqu'un demandait, là, j'ai reperdu la question, mais est-ce que les outils et le programme peuvent être accessibles pour les organismes communautaires qui pourraient l'offrir dans les écoles de leur région, par exemple? Bien, moi, oui. De notre côté, tout est gratuit. C'est en anglais et en français. Comme je vous disais, le colloque est en rattrapage si vous voulez approfondir, parce que là, on est en surface. Là. Mais oui, nous autres, c'est toujours gratuit. Julie, toi, c'est plus encadré, je crois. Hein? Mais c'est totalement gratuit aussi. Okay. Oui, tout à fait. C'est vraiment la philosophie du Centre RDC. Effectivement, dans certaines régions, les écoles ont une historique de collaboration avec le milieu communautaire. Et le volet, par exemple, prévention universelle, les ateliers sont offerts en collaboration avec des intervenants d'organismes communautaires qui, historiquement, offraient déjà des ateliers dans le même esprit. Oui, c'est possible. Tu sais, honnêtement, Isabelle, moi, de mon côté, je n'ai pas le temps d'organiser des formations. Tu sais, il faudrait qu'on donne des formations avec les outils et tout, je n'ai pas le temps de le faire. Fait que s'il y a des organismes qui sont prêts à les utiliser et à aller donner des formations, puis dire, ben voici, ces outils-là existent, allez-y, parce que nous autres, on est débordés. Super, merci beaucoup. Puis, autre chose, il y a des gens qui posaient la question, est-ce qu'il y a des outils visuellement encore plus accessibles qui ont été développés ou qui pourraient être développés pour les parents qui seraient moins scolarisés, par exemple? Peut-être de notre côté, je trouve la question fort pertinente. On travaille présentement avec des experts dans le domaine pour justement essayer de rejoindre ces parents-là pour produire, à partir du matériel qu'on a, faire des tests avec certains parents. Fait qu'on est dans ce mouvement-là. Votre question est très pertinente. Nous, il y a quelques outils qui sont plus... c'est comme des jeux qu'il faudrait peut-être retirer de l'ensemble de l'outil. Mais comme les mots-jeux, c'est assez facile, n'importe qui. Il y a même une vidéo qui existe pour montrer aux parents comment jouer avec ses enfants. Puis il y a des jeux quand même où il y a des trucs qui existent dans certains outils qui pourraient, par les organismes communautaires, être retirés. Là, juste peut-être dire on prend ça 2-3 pages là, où on peut utiliser ça, puis leur montrer aussi comment le faire.
Merci beaucoup. Je pense que ça répond à la plupart des questions. Malheureusement, il reste encore des questions. Il est déjà 1 heure, donc je ne pourrais pas passer à travers toutes les questions. Donc, ce que je veux pas trop m'avancer, mais peut-être que ce qu'on pourra faire, c'est reprendre les questions. Puis, il y a beaucoup de personnes qui demandaient des liens spécifiques ou des choses comme ça, puis voir si on peut répondre à ces questions-là. Et quand quand on leur écrira pour leur demander d'évaluer le webinaire, on pourra leur fournir ces réponses-là avec votre accord, si vous êtes d'accord. De notre côté, c'est fondationjasminroy.com. Tout est là. Puis vous allez voir, il y a plein d'autres outils. Nous, on a fait des outils aussi. Il y a des petites vidéos qui existent pour la petite enfance avec des marionnettes ou un personnage qui explique où la marionnette dit qu'elle a de la misère à gérer une émotion. Puis là, on peut écouter ça avec ses enfants ou avec des enfants puis leur dire « Ah, OK, je vais souffler sur mes doigts, je vais prendre des grandes respirations. » Puis tout ça, c'est là. Puis c'est très ludique, c'est très bien fait. Ça peut être utile. Tout à l'heure, on parlait d'images. Ça, c'est en anglais, en français. C'est gratuit. Super. Mais merci beaucoup. Puis il y a aussi René Ouimet du Mouvement Santé Mentale qui fait le lien avec tout ce qu'ils ont développé dans le cadre de la campagne de promotion. Puis il y a vraiment une campagne Ressentir, c'est recevoir un message avec des outils, puis qui ouvre la porte, en tout cas, M. Roy, à une potentielle collaboration, là, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser pour unir vos efforts. Juste à m'appeler. Moi, les collaborations, c'est ce que je fais de mieux. Bon, ben c'est super. Donc, je vous remercie infiniment tous les deux. Ça a été excessivement apprécié. Je pense que les commentaires étaient très positifs. On a appris beaucoup. Puis je pense que ça montre que Calaxia est une belle plateforme. Oui, Julie, je vous laisse. Peut-être nommer qu'en janvier ou février, on va faire un webinaire dans le cadre de ces conférences médias, spécifiquement sur le programme Orpis pour les gens qui sont intéressés. Merveilleux. Donc, c'est génial. On s'assurera de bien en faire la promotion. Donc, je tiens vraiment à vous remercier. À la fois le réseau Calaxia, Denise, Mamadou, tous ceux qui ont travaillé à l'organisation. Merci beaucoup, Julie Laine et Jasmin Roy, de votre contribution puis de tout ce que vous avez fait dans ce contexte-là. C'est excessivement apprécié. Donc, je rappelle à tout le monde que ça a été enregistré. Vous allez recevoir très bientôt le PowerPoint en format PDF par courriel. Vous allez recevoir également le lien pour visionner à nouveau le webinaire et également une petite évaluation. Puis, on va essayer là, de fournir des informations par rapport aux questions qu'on n'aura pas eu la chance, auxquelles on n'aura pas eu la chance de répondre. Puis, je vous invite, tout le monde, si vous le souhaitez, à faire fonctionner notre petit bouton « Donner un don » qui est accessible depuis aujourd'hui pour vraiment soutenir nos activités parce que je pense qu'on réussit à rejoindre plusieurs personnes. On était près de 300 personnes aujourd'hui. Merci, donc, c'est bonne. Tu devrais faire de la télévision. Ah, mon Dieu, mais merci, c'est bien gentil. Excellent. Mais j'ai plutôt choisi. Aussi à tout le monde, amusez-vous. Hein? Rire et chanter, ça fait baisser l'anxiété. Tout à fait. Tout à fait. Puis bouger, parce que moi, je travaille en activité physique. Donc, parfait. Voilà. Moi, je fais du ménage. C'est un peu d'exercice. Tout à fait. Merci beaucoup, tout le monde. Passez une très belle journée. Merci encore. Puis au plaisir de vous retrouver à notre prochain webinaire. Merci. Bye, tout le monde. Au revoir.